Et on est en ligne. Bonsoir ou bon après-midi à tout le monde. Merci d'être avec nous pour parler de Épiderme, que j'ai eu le grand plaisir de co-diriger avec Sofiane Landry. C'est le troisième et dernier rendez-vous, mais les trois rendez-vous, après qu'ils ont été enregistrés, ils restent en rediffusion. Donc, vous avez, si autour de vous, il y a des personnes qui veulent le voir dans un autre moment, donc il reste visible. Et, première chose, je voulais aujourd'hui on entendra, on pourra converser avec Jean-Paul Baumier, Miruna Krachunesco, Marielle Muller, Alain Beaulieu et Alex Thibaudot. Je voulais juste remercier encore beaucoup la maison d'édition Tête Première pour tout l'accompagnement, d'avoir permis que le livre soit créé et surtout aussi partout l'accompagnement notre éditrice Fanny Demeul, mais aussi je voulais aussi remercier Alexandrine Leblanc qui a permis aussi un accompagnement technique et que pour cette rencontre, que c'est fondamental parce que s'il n'y avait pas cet accompagnement, les rencontres n'auraient pas lieu. Et, on est aussi dans le cadre du mois de la poésie. Donc, c'est très riche cette année la programmation. En plus, c'est une programmation en ligne. On est au début de la troisième semaine. Vous avez tout un programme que vous pouvez voir ou sur la page du mois de la poésie, sinon aussi sur leur page Facebook, sur le site web, sur la page Facebook. Et pour cette rencontre, donc avant de vous présenter les 5 écrivains et écrivaines, comme sujet, c'est altération et vulnérabilité du corps. L'idée, ce serait de parler autour, donc de revenir encore une fois autour de l'idée de base. Donc, avec Sofiane, on a invité les autrices et les auteurs à parler, à écrire autour des manipulations physiques ou psychologiques du corps. Et quand on avait commencé à dialoguer, on s'est trouvé que d'une part, on voulait vraiment raconter le fait qu'on est dans un environnement et on est au jour le jour, à chaque moment, en relation avec les autres, où il y a des accidents qui ça se passe, où il y a des habitudes et on est tout le temps dans une altération, on change, il y a une expérience, il y a toujours un acte et on continue à changer, mais on est aussi on est donc, comme dans le titre du livre, épiderme, on a cette surface peau qui nous permet d'être tout le temps en relation avec les autres et que c'est une surface fragile et en même temps tout le temps poreuse et donc on est tout le temps en relation avec les autres. Donc c'était pour revenir sur ça et aussi parce que les 5 autrices auteurs de cette rencontre, il nous semble qu'ils ont écrit des œuvres, leurs sujets, ça touche l'intimité, mais en même temps, ça semble aussi évoquer des réflexions sociales. Donc, ce sera sur ça la rencontre. Avant de commencer la conversation, je voulais juste les présenter. Première invitée, c'est Alain Beaulieu. Alain Beaulieu est écrivain et professeur de création littéraire à l'Université Laval. Son œuvre lui a valu de nombreux prix, dont une nomination pour le prix France-Québec pour son roman L'interrogatoire de Salim Belfakir, publié en 2016 chez Druide. Il a également remporté à 2 reprises le prix littéraire Ville de Québec, Salon international du livre de Québec, et son roman Le Postier Facile, publié chez Actes Sud en 2010, a été sélectionné au prix du gouverneur général du Canada. Il dirige la revue Le Crachoir de Flaubert, consacrée à la création et à la réflexion sur la création en milieu universitaire. Avec nous, il y a Jean-Paul Baumier,
Jean-Paul Beaumier a publié 7 recueils de nouvelles, dont Qui fait tu là, publié chez Druide en 2019, et Fais pas cette tête, publié chez Druide en 2014, et finaliste au prix littéraire des collégiens, ainsi qu'un carnet d'écrivains, L'esprit tout en arrière, publié chez l'évêque éditeur en 2018. Il est membre du comité de rédaction du magazine Nuit Blanche et du collectif de rédaction de XYZ, la revue de la nouvelle. Plusieurs de ces nouvelles ont paru dans des anthologies, des revues et des collectifs. Troisième invitée, c'est Marie-Ève Muller, qui est née en 1989 près du fleuve en banlieue de Montréal. Responsable des communications pour un groupe de recherche et d'éducation sur les baleines le jour, elle offre des ateliers de création, participe à des performances littéraires comportant du mouvement corporel et publie dans des recueils collectifs le soir. En 2019, elle fait paraître La résilience des corps, son premier roman, aux éditions de l'Instant même. Marie-Ève Muller entend un mono depuis un incident de santé en 2013. Sa nouvelle explore ce qu'aurait pu être sa vie si son oreille gauche n'entendait pas si bien. Puis, on parlera aussi avec Miruna Tarko. Miruna Kraciunesco possède un doctorat en littérature française à l'université McGill. Sa thèse examine la réception de l'historiographie rénaissante et ses mutations à travers le roman historique en langue française du tournant du XXIe siècle. Depuis 2006, elle a publié 4 romans sous le pseudonyme de Miruna Tarko et elle a participé à la fondation de la maison d'édition Hashtag à Montréal, dont elle est la directrice littéraire. Depuis qu'elle poursuit un programme de recherche sur l'écopoétique à l'Université Laval et à l'Université de Gand, en Belgique, sa création littéraire s'inspire beaucoup de l'observation de ses chats. Et dernier invité, Alex Thibodeau. Alex Thibodeau est né à Québec, étudiante à la maîtrise en littérature à l'Université Laval, et travaille à l'écriture d'un roman et s'intéresse, dans le cadre de son mémoire, à la représentation de la sexualité féminine. Ces textes abordent souvent des enjeux difficiles liés au corps et aux violences sexuelles. Ils sont publiés, entre autres, dans les revues Contre-jour, Le Crachoir de Flaubert, Moebius, Saturne et Zinc. En 2019, Alex Thibodeau est finaliste au prix de la Nouvelle de Radio-Canada. En 2020, est paru son premier recueil de poèmes, Infancia, chez Le Lézard amoureux. Et voilà. Et donc, on commence la discussion. Et moi, j'aurais voulu... juste une petite parenthèse. Si les personnes que vous êtes en train de nous écouter, vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par les commentaires Facebook. Et quelquefois, j'irai voir et puis je poserai les questions aux autrices, aux auteurs. Donc, première question que je voulais... Pour introduire, j'aurais voulu qu'on revienne sur le processus, comment vous avez traité la thématique des manipulations du corps. Et voilà, c'était ça la première question. Je ne sais pas qui veut commencer à parler. Allez, je vais me lancer. Je suis vraiment partie de mon expérience personnelle. C'est rare que je travaille l'autofiction, mais pour cette nouvelle-là, quand Mathia et Sofiane m'ont approchée, je me suis demandé bon, qu'est-ce que je pourrais raconter par rapport au corps. Et bon, tous les jours, je réalise un peu plus ma présence à mon corps en ayant perdu l'audition de l'oreille droite par un virus un peu inexpliqué rendu à l'âge adulte. J'ai eu à modifier un peu ma façon de vivre. C'est pas pour moi un grand handicap en ce sens où mon oreille gauche fonctionne parfaitement, donc je peux complètement dépendre de ce côté-là. Mais depuis que j'ai eu une otite dans l'oreille gauche et que j'ai expérimenté pendant quelques jours la surdité totale, j'ai comme une sensibilité à cette possibilité-là, une certaine tracasserie. Et quand est venu le moment de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la situation avec mon audiologiste, il m'avait parlé de l'implant cochléaire, qui est une prothèse auditive qui est un peu plus intrusive que celle que je porte dans la vie quotidienne, qui est vraiment attachée à la cochlée. Et j'avais regardé un peu les forums et ça m'avait ouvert un univers que je connaissais pas beaucoup, où justement les gens avaient beaucoup de réhabilitation à faire. Et j'ai eu envie d'explorer cette sensation-là, d'avoir
une prothèse, d'avoir la sensation un peu d'être une cyborg parce qu'il y a un long processus où le cerveau doit apprendre à traiter des nouveaux signaux. Donc, je me suis beaucoup inspirée des forums. J'ai parlé avec quelques personnes qui avaient eu à traverser cette épreuve-là pour raconter un peu cette expérience-là, de se réhabituer à son propre corps et de retrouver ses sensations, d'être capable de revivre avec un statut qui change. Hein. On change toujours de statut dès que notre corps change d'une certaine façon. Parfois, ça va passer par la maternité. D'autres fois, c'est l'handicap qui fait que le corps change, que la façon dont on est perçu par la société aussi change. Donc, c'est ce que j'ai voulu aborder avec la nouvelle. Merci, Marie-Ève. Qui veut continuer? Continuer, parce que en fait, pour rebondir, j'ai vraiment beaucoup aimé le texte de Marie-Ève, puis ça m'a parlé parce que j'avais vraiment l'impression de lire une expérience vécue à la première personne, même si bon, j'ai vu dans la présentation biographique que c'était plutôt une incursion du côté de l'imaginaire, mais c'était vraiment convaincant au niveau de l'expérience vécue. Et moi, je suis pas un chat. Ma narratrice est une chatte, donc je peux pas parler d'expérience vécue à la première personne, mais c'est une observation directe. En fait, j'ai eu une chatte qui a eu des chatons. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions. Là, je travaille sur l'éco-poétique, sur le rapport entre les êtres humains et les animaux. Et quand j'ai vu l'appel que Mathia m'a demandé si je voulais participer au recueil, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était, j'avais envie d'explorer aussi la thématique chirurgicale, donc les transformations chirurgicales du corps. Mais moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui n'est pas tabou là-dedans? Qu'est-ce qui est considéré comme étant normal? Et j'ai un peu eu du mal à trouver, même s'il y en a des cas chez les êtres humains aussi, d'interventions chirurgicales qui sont normalisées, mais ça a tendance plutôt à être tabou et être un sujet qui est difficile à aborder en général, la manipulation du corps chirurgical. Mais chez les animaux, en fait, il y a une loi qui est passée récemment sur l'île de Montréal qui force la stérilisation des animaux de compagnie. Et donc, c'est non seulement normalisé, mais c'est obligatoire aux yeux de la loi. Et moi, je trouve que ça soulève quand même un certain nombre de questions sur le plan éthique, parce que c'est une intervention qui est quand même difficile à vivre, à mon avis, pour les principaux intéressés. Et je me suis posé la question, ça ferait quoi, en fait, de vivre cette expérience-là de la part de la narratrice. Donc, c'est une chatte qui vit sa sexualité de manière contrôlée par le couple avec qui elle vit. Donc, elle a le droit d'aller dehors seulement à certains moments. Et quand elle a ses chaleurs, elle se souvient, bon, c'est assez fragmenté comme nouvelle au niveau des souvenirs, donc on n'a pas l'ordre chronologique vraiment. Mais elle a eu des chatons à un moment donné, elle a des chaleurs. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour les êtres humains quand on cohabite avec des animaux de compagnie, parce que c'est vraiment dur à vivre les chaleurs d'une chatte pour l'avoir vécu. Donc, en tout cas, ça soulève des questions intéressantes, je trouve, sur la cohabitation et les conditions dans lesquelles s'effectue cette cohabitation, qui repose en partie sur des interventions chirurgicales qui sont non désirées pour les animaux de compagnie. De mon côté, moi aussi, ça vient quand même un peu comme Marie-Ève d'une expérience personnelle. Quand vous m'avez parlé de manipulation des corps, en fait, moi, j'ai tout de suite pensé plutôt à manipulation psychologique, puis ce que ça peut apporter comme effet justement sur le corps. Donc c'est ça, dans ma nouvelle, j'ai décidé d'aborder ça d'un angle de l'angle d'une relation amoureuse toxique, finalement, là, où est-ce qu'il y a une manipulation, une violence psychologique, parce que c'est quelque chose qui est quand même proche de moi, puis de ce que je peux avoir vécu personnellement. Même si la nouvelle, c'est pas un récit, là, je suis quand même allée à l'épuiser dans la fiction, mais c'est quand même un sujet qui me touche particulièrement. Donc c'est ça, là, j'ai comme exploré ça dans le texte. La narratrice elle vit vraiment une relation toxique dans laquelle elle se détruit, puis elle perd ses repères. Puis c'est un peu comme si elle veut plus habiter son corps, là, qu'elle s'en dissocie complètement. Donc
c'est ça qui m'a intéressée finalement dans la thématique. Oui, Jean-Paul, vas-y. OK. Alors, quand j'ai reçu l'invitation par Mathia, manipulation des corps, c'est d'abord sous ce vocable que l'invitation m'a été transmise. J'ai accepté l'invitation avec plaisir. Puis rapidement, je me suis rendu compte que c'est une thématique que je n'avais pas explorée. J'avais très, très, très peu écrit sur le corps. La plupart de mes nouvelles qui ont précédé mettent en situation des personnages qui sont souvent des faire-valoir pour approfondir des situations, des problèmes de couple. Je travaille beaucoup sur le quotidien, des fractures dans le quotidien, ce qui peut se produire, parfois inspiré du réalisme magique dans mes premiers recueils. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ce thème, manipulation des corps? J'ai commencé, comme chaque fois que j'écris, c'est pas tant les idées qui vont me conduire, mais ça en prend une comme point de départ. Ça prend toujours un déclencheur. Après, c'est le texte qui me conduit vers où il veut aller le plus souvent. Et je suis le premier lecteur de mes propres nouvelles. Et la première idée qui m'est venue quand j'ai commencé à travailler sur ce thème, c'était la manipulation sociale des corps. Alors, j'ai commencé à travailler sur un texte qui, manipulation sociale. Donc, on veut, par exemple, aux jeunes filles imposer une façon d'être, un modèle pour être considérée belle dans cette société. Il faut répondre à des normes. Alors, j'ai commencé à travailler un texte qui explorait. Et bon, comme vous l'avez lu, j'ai dû mettre mon texte de côté. Et donc, lorsque j'y suis revenu quelques semaines plus tard, je n'étais plus capable de travailler sur ce texte. Ça n'avait plus de sens pour moi. Et donc, je suis allé en fait ailleurs. Donc, Mathia, tu me disais tout à l'heure que de ne pas nécessairement aller dans le détail. Donc, dans un premier temps, donc c'est comme ça que j'ai abordé le thème pour ensuite aller ailleurs. C'est ça. Alors, Oui, moi, j'ai travaillé comme je travaille depuis plusieurs années maintenant, c'est-à-dire que quand je me mets à l'écriture, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient, c'est-à-dire que je pars jamais d'une idée ou d'un thème. Bon, ben là, il y avait un thème imposé qui était celui du corps. Alors évidemment, j'avais ça là, derrière la tête, l'idée du corps, mais ce qui est arrivé d'emblée, c'est le personnage, c'est-à-dire c'est cette jeune femme-là qui a environ 24 ans, et qui a une aventure avec un homme plus vieux qu'elle, d'une vingtaine d'années plus vieux qu'elle, et qui, lui, lit dans le pli de son ventre, comme s'il lisait dans les lignes de sa main, qu'elle va mourir jeune. Et il lui fait une sorte de boutade avec ça, il fait une blague avec ça en disant tu vas mourir jeune, tu ne vivras pas vieille. Et ça va rester évidemment en elle. Donc, c'est une nouvelle qui est divisée en deux parties. La première partie, c'est on nous parle de cette relation-là, de ces deux personnages-là. Et lui s'en va. C'est-à-dire, lui, bon, il travaille sur les bateaux, des orchestres, sur des bateaux de croisière, tout ça. Donc, c'est un nomade, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'attacher vraiment. C'est comme si on comprend que c'est un peu sa première, pour cette jeune femme-là, sa première aventure amoureuse un petit peu plus sérieuse ou assez attachée. Mais lui, il va s'en aller avec ça, mais il va lui léguer d'une certaine manière cette prophétie-là, ou en tout cas cette annonce-là, comme quoi elle allait mourir assez jeune. Et dans la deuxième partie de la nouvelle, on va découvrir effectivement qu'elle-même, rendue à l'âge que lui avait au moment où elle l'a rencontré, elle va vivre les derniers moments de sa vie. Mais honnêtement, comme Jean-Paul, c'est-à-dire que moi, quand j'écris le premier mot, je ne connais pas le deuxième. Puis quand j'écris la première phrase, je ne connais pas la suivante. Puis ça s'est imposé comme ça. Je découvre le personnage. Je n'avais pas choisi d'écrire un texte au jeu où le personnage principal, c'est une narratrice de 24 ans. C'est venu comme ça. Puis j'ai absolument rien là, qui est prémédité dans ça. Le texte s'est développé comme ça. Ce personnage-là s'est développé comme ça. Et je l'ai suivi jusqu'à la fin. C'est le cas de le dire, jusqu'à sa fin à elle. est-ce que ça vous parle, c'est que ça vous correspond aussi par rapport à, je pense aussi aux autres, ce que dit Alain, le fait qu'on, je pense à Miroun, à Alex, Marie-Ève, vous avez commencé vous aviez un sujet peut-être, ou en tout cas une idée, mais puis après vous avez commencé à écrire. Est-ce que vous aviez une idée précise ou est-ce que vous alliez dans les textes ou ça vous semble plus comme Jean-Paul et Alain que
ça s'est construit vraiment au moment que vous êtes dans le texte? Moi, ça s'est construit au moment où j'étais dans mon corps. C'est-à-dire, j'ai pratiqué la marche pour penser à la nouvelle. Et c'est vraiment en marchant, mais c'est souvent ça que je fais. Je vais prendre des longues marches dans la nature. Et au moment où je ne suis pas devant mon ordinateur à essayer de penser aux mots, les mots me viennent de manière assez fluide. Et en général, c'est à ce moment-là que, par la suite, je suis capable de les retranscrire et de travailler quand même cette première retranscription, mais c'est presque une retranscription radio dans ma tête avant de d'écrire. J'ai l'acte de penser. J'écris en pensant et en marchant, mais ça vient de manière non réfléchie, dans le sens où je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec le personnage, je ne sais pas où est-ce que je construis mon histoire, et les événements m'arrivent au fur et à mesure. Je les découvre au fur et à mesure qu'ils viennent. Ça me rejoint aussi. Tu sais, moi non plus, c'est pas comme si j'ai pas de plan là, pour écrire, puis je veux me laisser de la liberté là, quand j'écris un texte. Puis là, le texte que j'ai écrit dans Épiderme, c'est un texte qui est plutôt fragmenté. Là. C'est vraiment une manière d'écrire où on dirait que tu sais, un fragment en appelle un autre. Donc, c'est ça, là, c'est pas prémédité, c'est vraiment ça vient en écrivant. Là, un fragment en inspire un autre tout le temps. Habituellement, j'ai un peu plus la technique d'Alain et Miruna. Moi, c'est beaucoup par la course. Ça fait des textes qui sont très denses parce qu'on les répète pour s'en souvenir pendant qu'on marche ou qu'on court, jusqu'à ce qu'on ait l'essentiel. Souvent, je pars pas de plan, c'est les personnages qui me guident. Pour cette fois-ci, vraiment, là, ça a été un peu déconstruit. J'ai pris le temps de me documenter, de lire, d'écouter des podcasts, de regarder des reportages, de valider les informations, le kit qu'on reçoit quand on se prépare pour une chirurgie. Donc là, je suis vraiment pris une approche plus documentaire pour écrire cette nouvelle-là. Et là, c'est toujours l'autre défi de transformer le documentaire en fiction, d'accepter de tourner les coins ronds pour ne pas que ça devienne un dépliant distribué au CHUL, de garder ça intéressant. Donc, c'était un processus inverse, mais très intéressant aussi, comment transmettre une information par le corps, de rajouter de la sensualité dans une expérience et dans un ramassis d'informations scientifiques, techniques là-dedans. Et est-ce que ça vous semble d'écrire avec votre corps? Est-ce que vous l'avez déjà un peu dit, mais est-ce que ça vous semble qu'on écrit avec notre corps? C'est-à-dire, est-ce qu'on écrit juste quand on est à l'ordinateur? Ou est-ce que ça vous semble que, par exemple dans d'autres œuvres, ou sinon dans ceux vraiment liés à Épiderme, est-ce que c'est dans votre tête et il vit, se nourrit un peu en relation à ce que vous faites? Ouais, je peux peut-être rebondir sur ça. Le Mathia, je me rends compte d'une part que quand mon intervention première a souligné là où je n'étais pas allé, mais je devrais peut-être dire là où je suis allé. Le texte sur lequel je travaillais, j'ai dû le mettre de côté parce que c'est pas un secret. Mon texte est dédié à mon frère qui est en fait décédé d'une tumeur au cerveau et ça s'est fait très rapidement, en l'espace d'un mois. Alors, un appel téléphonique pour me dire qu'il était entré en fait, à l'hôpital et tout est allé très rapidement. Donc, il a décidé de retourner chez lui parce que ce qu'on lui proposait comme espérance était très court et il aurait dû passer par plusieurs semaines, voire quelques mois de chimio et de radiothérapie. Et il a décidé qu'il y avait eu une belle vie jusque-là et de retourner chez lui, demander l'aide médicale à mourir et m'a demandé, ainsi qu'à son conjoint, de l'accompagner et ma conjointe. Donc, on a eu à se battre un peu avec le milieu le médical pour l'obtenir. Et pour rebondir sur ta question, bien, quand je suis revenu chez moi, reprendre le texte sur lequel j'avais commencé à travailler, bien, évidemment, ce que j'avais dans la tête, c'était tout autre chose. Donc, là, j'ai décidé de mettre ce texte de côté et de travailler sur un autre texte. Et peut-être pour une des premières fois, j'ai travaillé sur un texte, d'une part sur le corps, qui était pour moi une thématique nouvelle, et d'autre part, ce qui était nouveau, c'est de me laisser, de me livrer autant dans un texte de fiction. Ça demeure un texte de fiction. C'était le défi de ce texte-là, de partir d'une expérience personnelle intense,
mais sans en faire le récit d'un accompagnement. Alors, c'était plus de rendre, dans le fond, par le personnage qui, lui, consulte une physiothérapeute parce qu'il a terriblement mal dans le dos. Et à mesure qu'elle le manipule, c'est l'autre image qui remonte tranquillement. Son frère qui est à l'hôpital, son frère qui demande d'avoir l'aide médicale à mourir. Donc, le défi de la nouvelle, c'était de travailler sur ces deux niveaux-là. Donc, le personnage qui est sur une table d'un ostéopathe et les images qui reviennent. Donc, je travaillais comme à deux niveaux, comme certains d'entre vous l'avaient fait aussi dans vos nouvelles. Il y avait comme une narration en altération entre soit deux personnages, deux situations. Donc, pour moi, il y a quelques échos avec vos nouvelles aussi. Avec Alex, par contre, avec Alex plutôt, qui travaille avec deux personnages en alternance. Moi, l'alternance était ce qui se passe sur une table d'un ostéopathe et ce qui se passe dans la tête du personnage qui est sur la table. Alors, un peu pour répondre à ta question, c'est sûr que ça m'habitait et donc j'ai essayé de rendre cette fois-ci, de faire écho à ce que je ressentais dans un texte de fiction. Puis c'est très réussi. On sent bien justement comment parfois on va stocker dans notre corps des émotions qu'on n'arrive pas à digérer, puis que c'est dans le moment où justement il faut libérer les tensions que ce qu'on n'a pas voulu digérer revient, réapparaît. Donc c'était une très belle nouvelle. Merci. C'est quelque chose que je ressens un peu aussi comme lecteur. La première fois que j'ai lu vos textes, c'est aussi comme si on est notre corps, mais comme si ça ne nous appartenait pas complètement. Je pense par exemple à Miruna, ce que tu nous fais vivre à travers un chat, finalement, on est tout content quand on a un chat, on lui fait la petite caresse, mais finalement, est-ce qu'il est tellement content, le chat ou la chatte, d'être tout le temps touché? Ou peut-être aussi lié à la relation aussi médicale d'être manipulé de Jean-Paul Mariev. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que il me semble que comme si ce sont des textes intimes mais qui soulèvent finalement des réflexions sociales autour du corps. En fait, très rapidement, sous l'angle de la manipulation, dans mon texte, le personnage qui consulte une ostéopathe veut être manipulé pour aller mieux. Et quand il pense à son frère qui, lui, est atteint d'une tumeur, ne veut plus être manipulé. Il veut simplement retourner chez lui, mourir sereinement. Ce que je trouvais intéressant, c'était d'aborder la question de la manipulation sous ces deux angles. Le vouloir et le refuser. Oui. Chacune pour des raisons en fait différentes. Est-ce que vous parlez, ce qu'a dit maintenant Jean-Paul sur le fait être dans une situation passive ou active avec la manipulation, vous la vouloir ou la refuser? Je pense qu'il y a une tension quand on écrit sur le corps entre le fait que l'écriture nous rapproche de notre corporalité. En tout cas, c'était mon expérience à moi. Le fait d'écrire sur le corps, ça me fait penser davantage à mon corps et donc être davantage dans mon corps. Mais paradoxalement, ça nous éloigne du corps aussi en le transformant en objet, en fait. En écrivant sur le corps, c'est comme si on n'était plus naturellement identifié au corps. Donc, quand je me suis mis, par exemple, dans la peau de la chatte, vraiment, ce qui est très, très central dans le texte, ce sont les impressions sensorielles et principalement l'odorat, parce que je trouvais que c'était... enfin, je me suis rendu compte après que les chats n'ont pas un odorat aussi développé que je l'ai imaginé, mais bon, c'était quand même une expérience qui, selon moi, c'était important de mettre un sens qu'on néglige un peu dans notre expérience en tant qu'être humain au centre de comment la chatte découvre son monde pour avoir cette impression de défamiliarisation. Donc, les sensations... le fait d'écrire sur les expériences sensorielles m'a fait penser davantage à la façon dont moi, je vis les expériences sensorielles. Donc, c'est davantage à mon esprit. Mais paradoxalement, ça m'en éloigne. Donc, je ressens cette double tension entre... en fait,
Ouais, elle est pas tellement dans la manipulation, mais elle est plutôt dans la corporalité elle-même, dans le fait d'être dans son corps, d'être naturellement en symbiose avec lui, un peu comme dans la méditation, ou de ressentir un peu une scission entre l'esprit et le corps. Il y a cette tension-là qui traverse mon écriture. Je pense qu'il y Dans a ton peut-être... texte, vas-y, Alex, vas-y. Ah, excuse-moi. Ben, il y a peut-être la notion de contrôle aussi là, qui est intéressante. Tu sais, dans ton texte, Myrina, justement, tu sais, le chat n'a pas tu sais, le contrôle sur son propre corps. Puis tu sais, moi aussi, c'est quelque chose que tu sais, elle n'a pas le contrôle non plus. Elle est comme contrôlée, manipulée par une autre personne. Donc, tu sais, il y a ça, on dirait qu'on essaie d'avoir le contrôle sur notre corps, mais finalement, tu sais, on ne l'a pas pour toutes sortes de raisons. Là. Moi, c'est quelque chose qui m'interpellait aussi là, dans cette question-là. Ouais. Vas-y. Il y a vraiment des échos intéressants entre mon texte et le tien. Enfin, le tien était un peu au début du recueil, donc en le lisant, j'ai immédiatement pensé à ah ben si eux ils avaient un chat, probablement qu'ils diraient des choses semblables à j'ai dit par rapport à l'autre couple, là. Parce que effectivement c'est aussi une relation toxique où on voit ce degré de manipulation aussi de la femme par l'homme dans l'autre couple qui est observé par la chatte. Mais on le voit d'un point de vue extérieur, donc on a tendance un peu peut-être à avoir moins d'empathie dans cette situation-là, parce que la chatte n'a pas nécessairement d'empathie envers ce que sa maîtresse vit, mais elle l'observe. Non, j'allais dire qu'en repensant au texte que j'ai écrit, je me suis dit qu'on a un rapport toujours ambigu avec notre corps parce que c'est une entité qu'on habite. Là. Puis ça, justement, c'est le corps qui d'une certaine manière, il nous constitue. Mais il y a aussi le corps qu'on voit, mais qu'on ne voit jamais tel que les autres le voient non plus. Puis le rapport au corps, c'est toujours un rapport intime, c'est-à-dire, tu sais, des maladies, mettons que tu as mal à un muscle ou n'importe quoi, là, bon. Mais après ça, c'est à l'image aussi que le corps dégage de toi, ce que ton corps dit de toi aussi pour les autres. Ça, c'est une autre dimension. Puis mon personnage, ce qui est curieux, c'est que dans la première partie, elle est jeune, elle a 24 ans. Alors, on imagine que, bon, elle a le corps d'une fille de 24 ans. Puis à un moment donné, elle se regarde dans le miroir. Puis cette relation-là, le miroir est brisé. Tu sais, il y a comme quelque chose qui dit que tu n'es jamais satisfait de l'image que ton corps te renvoie de toi-même. C'est comme s'il y avait toujours une inadéquation entre l'image que tu vois de toi-même et ce que tu ressens intérieurement de ce que tu es, etc. C'est la même chose pour la voix. Tu sais, moi, j'aime pas ça m'entendre, par exemple, dans les enregistrements. Tu sais, j'aime pas ma voix. Tu sais, bon, alors que, bon, j'ai la voix que j'ai. Là, tu sais, bon. En tout cas, bref, tout ça pour dire que dans le moment où elle est, vue de l'extérieur, en pleine possession de son corps, c'est-à-dire dans sa jeunesse, tout ça, elle est dans un rapport trouble avec ce corps-là. Puis au moment où elle est malade, alitée, où là, on sent qu'elle va s'en aller, on a l'impression au contraire que là, c'est elle qui contrôle. Parce que là, elle va te faire venir, elle va essayer de faire venir ses amants, mais en particulier celui-là qu'elle a eu quand elle était jeune, qui va revenir la voir dans ses derniers moments à l'hôpital. C'est elle maintenant qui mène le corps. C'est-à-dire que le corps, même son corps malade, qui lui dit écoute, tu n'as plus de contrôle sur moi, mais c'est elle qui décide de ce qu'elle va en faire. Tu sais, comme si elle avait davantage de contrôle au moment où le corps lâche qu'au moment où son corps était en plein épanouissement et qu'elle pouvait en jouir de toutes les manières. C'est vraiment une question de lâcher prise aussi. Dans le texte d'Alex, dans le texte de Jean-Paul, dans le mien, nos personnages n'arrivent pas à lâcher prise de leur situation. Ils ne sont pas nécessairement prêts non plus à guérir ou en tout cas à quitter cette situation qui les rend mal. Et je pense que ça, c'est une tension qui est intéressante à explorer parce que c'est vrai que souvent, on peut être dans une situation inconfortable, on peut avoir une blessure et refuser d'arrêter de pratiquer notre sport parce que ça nous fait trop du bien de faire notre sport alors qu'on aggrave notre situation et que ça va être pire plus tard, qu'on peut se retenir à une relation ou ne pas accepter que le deuil doit être fait. Et ça, je pense que c'est des tensions qui se retrouvent aussi dans le texte d'Alain, cette réfraction au changement peut-être. Oui, c'est juste, je trouve que le lâcher-prise, toute la question du lâcher-prise est importante dans ces textes-là. On aborde, comme dans mon cas,
dans le texte d'Alain et dans le tien aussi. Le corps sous l'angle de la douleur, est-ce qu'on accepte la douleur ou on la refuse? Mais la douleur est incontournable. On ne peut pas en fait la nier. Qu'est-ce qu'on fait en fait avec? Donc, dans le cadre de mon personnage, l'ostéopathe est là pour l'aider à soulager sa douleur. Et lorsqu'il pense à son frère, mais la douleur, elle n'est pas guérissable. Donc, mais il veut garder l'entière, tout le pouvoir qu'il a sur son propre corps et décider pour lui. Alors, mais toute la question du lâcher-prise, laisser aller, c'est important, effectivement. C'est comme si, en ce qui me concerne, je n'avais pu aborder ce thème que par la douleur, par le corps qui vieillit, par le corps qui... il y a des choses en fait, qui nous lâchent au fur et à mesure, là, que ce soit au niveau de l'ouïe, au niveau le visuel, au niveau des membres, de cette ligne sur le ventre là, qui est un pli qui marque le vieillissement, qu'on accepte ou qu'on refuse, mais qu'on refuse le plus souvent. Est-ce qu'il y a de la douleur ou de la souffrance comme liée à la manipulation dans vos textes, dans tous vos textes? Je pense que peut-être il y a toujours, en tout cas je pense à vos 5 textes, est-ce qu'il y a toujours une idée de douleur à dépasser ou avec laquelle vivre avec? Moi, j'ai répondu, je pense que c'est assez clair. La douleur est Ouais. omniprésente. Donc, Je Ben là, pense, mon vas-y personnage, Alain. moi, l'accepte. Tu sais, il finit par accepter le fait qu'elle va s'en aller. Tu sais, c'est clair, on voit qu'elle vit ça avec une certaine sérénité, là. Bon. Mais elle Mais transfère la douleur d'une certaine façon à quelqu'un. exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est que dans le fond, c'est comme si elle va pas punir, mais en tout cas intégrer celui qui avait annoncé le fait qu'elle allait mourir jeune, comme si elle allait pas se venger, mais l'amener avec elle d'une certaine manière dans ce départ-là. Tu sais, mais après ça, juste pour rebondir sur ce qu'on a dit précédemment, il y avait une boutade qui disait un écrivain qui marche, c'est un écrivain qui travaille. Tu sais, bon, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le corps en mouvement, c'est aussi l'esprit en mouvement. Tu sais, nécessairement, il y a comme je pense que c'est Marie-Ève qui fait un peu de jogging aussi. Moi, je cours aussi. Là. Donc, dans ces moments-là où effectivement, il y a comme une disposition qui fait en sorte que l'esprit est stimulé par le corps, puis inversement. Là, tout ça. Mais là où moi, ça m'avait interpellé, c'est l'importance du corps dans l'identité. C'est-à-dire comment on se définit d'abord comme un esprit, c'est-à-dire que quand on essaie de définir qui on est, on va parler de nos valeurs, de nos désirs, etc. C'est rare qu'on va dire, on va se définir par notre corps. Bon. Alors que ça nous définit fondamentalement, puis il y a ça dans vos textes, Alex, Marie-Ève aussi, ça. Bon. C'est-à-dire que c'est vraiment le corps qui va déterminer une bonne partie de ce qu'on est, puis de l'identité qu'on va développer. Après ça, bien sûr, on rajoute des couches de l'éducation, puis de l'expérience, etc. Mais on est quand même pris avec ce que notre corps nous impose sur le plan identitaire. Ouais. J'arrête là. Et j'ai pensé par rapport, donc on a parlé du corps lié à l'écriture. Est-ce que vous êtes influencé aussi par, je pense en général, dans votre travail d'écrivain, écrivaine, par les lieux? Est-ce que vous écrivez toujours dans les mêmes lieux? Ou est-ce que vous écrivez dans des lieux différents? Est-ce que où vous écrivez influence vos œuvres? Dans le cas de cette nouvelle, en fait, je l'ai écrite d'abord à la main en voyageant en train en Belgique. J'étais je traversais différents lieux au moment où je l'ai écrit. Mais c'est sûr que maintenant, c'est plus vraiment possible. J'ai aussi écrit un manuscrit une fois quand j'étais en voyage sur un carnet, mais c'est rare. J'écris d'habitude à l'ordinateur. Et l'ordinateur, c'est d'habitude à mon bureau. Donc, c'est toujours au même lieu, très souvent. Moi, les lieux que j'ai visités, c'est-à-dire que
là où la vie m'a amené, puis les voyages que j'ai faits ont beaucoup influencé ce que j'ai écrit. Je me suis toujours laissé porter par ça, par l'altérité que les voyages induisent, donc par le fait, moi je vois, tu sais, la littérature, moi je suis complètement en dehors de l'autofiction, là. Ça m'intéresse comme genre, je l'enseigne, j'aime beaucoup travailler avec mes étudiants là-dessus, c'est un sujet de réflexion important, l'autofiction, mais j'ai aucun talent pour l'autofiction, c'est-à-dire que je suis incapable de parler de moi-même dans ce que j'écris autrement qu'en passant par la fiction. Ce qui fait que Alain Beaulieu, bon, je pourrais vous parler de ça par ailleurs si on veut entrer dans ça, là, mais Alain Beaulieu comme personnage, il est arrivé dans 2 de mes textes parce que je me suis senti une responsabilité, comment je dirais ça, donc une solidarité imposée envers mes étudiants qui travaillaient des textes d'autofiction, là, ce qui fait que, bon, mais sinon, je ne suis jamais présent comme tel, sauf que les lieux que j'ai visités finissent toujours par déterminer mon écriture. Et c'est vrai pour les lieux que j'ai habités ici au Québec, puis en ville, puis à Québec même. Tu sais, au début, les premiers romans se déroulaient même dans la ville de Québec. Mais c'était vrai si je regarde à peu près tous les romans que j'ai écrits, ce qui détermine l'action, ce qui détermine l'intrigue, c'est le lieu. C'est là où ça se passe. Ouais. Moi, par rapport à ça, le lieu où j'écris en tant que tel, je pense pas que ça change nécessairement mon écriture, mais les lieux que je visite, ça m'inspire, c'est sûr. Puis justement, le texte que j'ai écrit pour Épiderme, ça se passe à Seattle. C'est une ville que j'ai visitée. Puis, en fait, la raison pour laquelle j'ai comme décidé d'écrire mon texte à Seattle, c'est que je pense que si j'étais restée dans une histoire qui se passe à Québec, puis qui est dans des lieux très proches de lieux que moi j'ai fréquentés, puis je pense que ce serait resté trop proche de mon histoire personnelle, puis d'amener l'histoire dans un autre lieu, ça m'aidait vraiment à passer à la fiction. Fait que moi, c'est sûr que les lieux m'inspirent, puis ils m'aident vraiment comme là, ça m'a aidé à aller vraiment plus loin là, dans le texte. Il y a une double facette dans ta question. Il y a le lieu où on écrit et les lieux qui nous inspirent. Alors, Ouais. moi, je pense comme Julio Cortázar que tout écrivain est comme une tortue, il traîne sa maison en fait avec lui. Il peut écrire n'importe où. Et, en ce qui me concerne, comme Alain le souligne, les lieux m'inspirent, mais pas tant physiquement que l'atmosphère que je vais retirer d'un lieu. Je vais plus garder en mémoire ce que j'ai ressenti dans un tel lieu que chacun des détails, même si sur place, je vais être attentif à ce qui se passe, à ce que m'offre un paysage, une ville. Alors, j'aime voyager, mais ce que j'en retiens ensuite, c'est plus comme des images plus floues, une atmosphère, c'est ça. Et c'est à partir de ça que je vais travailler peut-être après. Si je vous posais cette question, c'était parce que vos textes sont des textes très sensoriels et c'est que ce soit à travers la vue ou que ce soit les autres sens. Et les lieux sont comme sont liés au corps, sont centrés sur l'intrigue ou sur la relation avec les autres, avec les personnages, mais on sent aussi les lieux. C'est pour ça que je vous le demandais. En fait, je n'avais pas compris initialement ta question parce que je pensais que tu demandais où est-ce qu'on écrit. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé du lieu où j'écrivais. Mais en fait, oui, les lieux, définitivement, c'est seulement... En fait, pour moi, c'est important de pouvoir me projeter assez précisément dans l'espace de l'endroit où de l'espace fictionnel où se déroule ma nouvelle ou mon roman pour que l'écriture fonctionne bien. Il faut que je sente bien l'espace et comment mon personnage peut évoluer à travers cet espace. Donc, dans ma nouvelle, par exemple, il fallait que je vois un peu où était le jardin, où est le canapé par rapport au jardin, comment la chatte peut se déplacer dans l'appartement. Dans le roman sur lequel je travaille maintenant, les lieux sont vraiment
vraiment centraux parce que le roman est divisé selon les grands espaces naturels, disons, que traverse ma protagoniste. Les steppes d'abord, puis ensuite les montagnes, puis ensuite les lacs. Donc, ça crée vraiment une atmosphère particulière et je pars de l'écriture de ces lieux-là ou de ce que je regarde des photos de steppes, par exemple. Je me rappelle, moi ici, quand je me promène des herbes hautes, ça me fait penser aux steppes. C'est pour ça, c'était initialement la raison pour laquelle je fais débuter mon roman dans les steppes, parce que je vois beaucoup de herbes sèches. Ça me fait penser à ça. Mais oui, les lieux sont vraiment importants pour qu'il y ait une authenticité dans l'écriture. Et je Il y a pense une que les question. lieux peuvent aussi devenir d'une certaine façon des personnages ou aider à transmettre les émotions. On choisira de camper dans une pièce qui sera sombre, quelque chose de plus tragique. On va mettre un éclairage particulier, on va mettre des passants si on veut faire comme une des scènes dans la nouvelle se passe près du bassin Louise à Québec. Donc, on a la vie estivale autour, et alors qu'on a quelqu'un qui a l'impression que le monde est en train de s'écrouler. Et c'est de jouer sur ces images-là, de ces juxtapositions-là, d'être dans la beauté quand on se sent complètement détruite, comme dans la nouvelle d'Alex. Je pense que c'est ces atmosphères-là, ces contrastes qui permettent de donner une richesse à une nouvelle, parce que une nouvelle, c'est tellement court, on n'a pas le temps d'entrer dans des descriptions superflues. Donc, tout doit concourir à créer le personnage, l'émotion, l'ambiance, l'intrigue. Et est-ce que l'idée je pense, parce que là, je lis une question qui a été posée. Pendant votre écriture, avez-vous senti que votre corps changeait? Vous parlez. Donc, c'est un peu, on en a déjà parlé, mais c'est un peu différent. Cette idée d'altérer, transformer, d'être un changement, un mouvement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle comme écrivain, écrivaine aussi en relation de cette œuvre ou dans votre travail d'écriture? En ce qui me concerne, très peu, peut-être parce que j'ai une approche plus cérébrale, mais je n'ai pas senti que ça avait une quelconque incidence, influence, écho sur mon propre corps. C'est comme deux univers totalement différents. Pareil pour moi. Les autres? Pareil pour moi. Sinon, le fait qu'il faut que je me lève de temps en temps pour aller marcher. Là, mais... non, non. Non, ouais. Moi, l'écriture ne modifie pas personnellement mon rapport au corps dans la vie de tous les jours, mais ça m'a vraiment inspirée sur le plan thématique à travailler sur un roman. En fait, ça fait plusieurs années que j'y pense, mais maintenant j'y travaille sérieusement, d'un roman où la transformation du corps joue un rôle vraiment central sur le plan thématique, parce que mon personnage est génétiquement modifié et elle s'en rend compte au fur et à mesure du roman. C'est une modification génétique, c'est juste une question de protéines. À l'œil nu, on ne voit rien. Pour ce qui est du fonctionnement du corps, il n'y a vraiment rien de différent. Mais il y a une protéine qu'elle ne processe pas de la même manière que les autres. Et à cause de ça, bon, il y a ça fait en sorte que son rapport avec les ordinateurs est très différent. Mais oui, ça m'a inspiré de façon thématique, la question de la transformation des corps, pour créer tout un univers fictionnel où, disons, cette personne-là, génétiquement modifiée, a un rapport aux ordinateurs qui est plus semblable au nôtre, alors que le reste des personnes a un rapport un peu cyborg avec les ordis, parce que, en tout cas, c'est miniaturisé. Les ordinateurs ont créé un écosystème avec des bactéries et donc existent partout. L'intelligence artificielle est partout, sur toutes les surfaces, partout il y a des bactéries. Puis elle peut pas interagir avec ça à cause du changement qui a eu lieu dans son corps. Quand j'écris, je pense que je réfléchis plus à comment je perçois les choses sensoriellement, aux couleurs, aux images, aux lumières, évidemment dans ce cas-ci, à ce que j'entends, à comment on perçoit les sons, à comment on les traite. Donc oui, moi dans le cas de l'écriture de Gain, j'ai ressenti
un peu plus mon handicap finalement, parce que je voulais y porter attention, je voulais vraiment voir comment ça m'impacte, quels petits effets ça a. Ah oui, c'est vrai, je me fais rentrer dedans sur le trottoir parce que j'entends pas les gens arriver. Ou à l'épicerie, je me tasse pas parce que je les entends pas. Et c'est ces petites prises de conscience-là qui nous amènent à être qui m'amènent à être un peu plus dans mon corps, à mieux comprendre comment je perçois le monde qui m'entoure et j'arrive à mieux le transmettre dans mon personnage. Mais dans d'autres cas, dans d'autres projets artistiques, dans d'autres romans, je regarde un peu plus les autres et je regarde comment eux interagissent avec leur corps à différentes situations pour essayer de le reproduire le plus fidèlement possible ou en tout cas de rendre le plus crédible possible les réactions physiques à différentes situations. Comment la tristesse se transmet dans le corps, c'est où qu'on plie, c'est dans quelle façon des épaules de s'affaisser, dans le regard qui fuit, dans les tics de nervosité. Dans les réunions Zoom aussi, ça devient un nouveau hobby dans les réunions où on peut regarder plusieurs personnes, voir la façon dont ils réfléchissent à l'écran ou comment ils essayent d'occuper leur écran. Cette corporalité-là nouvelle va être intéressante à transmettre, comment on va pouvoir écrire cette expérience-là et la rendre intéressante, comment on habite notre petit carré et qu'on le corporalise d'une certaine façon. On aura des nouvelles écritures poétiques autour d'essayer d'écrire sur des rencontres Zoom, des intrigues qui naissent autour de la rencontre en ligne des gens. La zooméité. Voilà. Non, mais en tout cas, la pandémie, c'est sûr que la pandémie a un effet direct sur la création actuellement. Moi, je le vois avec les travaux de mes étudiants aussi, puis je le vois dans plusieurs textes où tout le monde se demande un peu quoi faire avec ça, c'est-à-dire à partir du moment où on veut écrire un texte contemporain qui se déroule aujourd'hui, est-ce que les gens portent un masque ou on oublie ça puis on n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait pas, puis à partir du moment où on décide d'en parler, bien, ça devient quand même assez important dans le texte, c'est-à-dire que les gens se lavent les mains ou je ne sais pas tout, il y a toutes sortes de... Puis je vois ça apparaître dans les textes, on dirait que tout le monde est un peu mal pris avec ça, c'est-à-dire que c'est pas trop comment réagir. Parce que nos écritures sont contemporaines. Quand on écrit, je ne sais pas moi, un texte au présent qui se déroule en 2021, bien là, en 2021, en mars 2021, les gens portent un masque, puis ils se lavent les mains, puis les restaurants étaient fermés, puis etc. Tu sais, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça déborde un petit peu du sujet, là, mais quand même, c'est-à-dire que le rapport au corps actuel de l'écrivain qui est en train d'écrire une histoire se transpose nécessairement d'une manière ou d'une autre dans l'histoire qui est racontée. Oui, il y a des choses qui glissent dans nos textes. J'ai dit qu'il y a des choses qui glissent dans nos textes à notre insu. Par exemple, dans mes 2 premiers recueils, mes personnages, j'avais des personnages qui fumaient. Et à partir du 3e recueil, j'ai arrêté de fumer, puis je ne me suis pas rendu compte que mes personnages ne fumaient plus. Ah oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez des questions, d'autres questions, un peu, même si on déborde, on va ailleurs, ou des curiosités sur les textes réciproques des autres? Ben, moi, j'ai parlé un petit peu de comment ce projet-ci avait inspiré d'autres projets de création. Est-ce que c'est le cas pour les autres? Est-ce que ça vous a donné envie d'explorer de nouvelles avenues en ce qui a trait à la corporalité? Est-ce que ça a changé votre manière d'écrire, en fait, d'avoir fait cette expérience-là? Je pense que ça a juste confirmé que j'ai encore un nœud avec le domaine médical, ce qui s'insinue dans tous mes textes, dans tous mes projets. Pourtant, c'est pas conscient, c'est pas toujours un choix, mais finalement, je pense que c'est un sujet que j'ai besoin d'aborder, de parler de la question, est-ce qu'on se fait soigner, est-ce qu'on se soigne pas, qu'est-ce qu'on soigne, qu'est-ce qu'on accepte, quelle liberté on a sur notre propre corps quand on n'a pas toutes les capacités à prendre nos propres décisions. Je pense que ça m'a juste donné envie de continuer d'explorer ces questions-là parce que j'ai pas encore trouvé toutes les réponses. Je pense pas que je vais jamais toutes les trouver de toute façon parce qu'à chaque fois qu'on trouve une réponse, on trouve 3 questions. C'est bien ça.
Donc, je pense que ça a un rapport aussi avec le type d'écrivain qu'on est. Tu sais, il y a des écrivains qui vont mettre davantage l'accent sur les personnages, donc sur l'intrigue. Nécessairement, ces écrivains-là, je crois, ont déjà une vision de l'écriture qui fait beaucoup appel au corps, au sens. Tu sais, c'est-à-dire que les personnages sont incarnés. Tout ça. Tandis qu'un écrivain qui va mettre davantage l'accent sur l'expérience d'écriture elle-même, sur l'intériorité, sur ce que lui a à dire comme auteur par son activité romanesque, bien là, on va rester davantage, à mon avis, on va s'éloigner un petit peu du corps, à moins que ce soit une réflexion sur le corps lui-même, là, mais là, on va s'éloigner un petit peu du corps. Mais à partir du moment où on écrit avec un élan qui est porté à vouloir développer des personnages dans des situations particulières, bien, nécessairement, ces personnages-là ont un corps qui s'inscrit dans un milieu particulier, donc tous les sens sont interpellés de manière volontaire ou pas, souvent inconsciemment, pour bien faire sentir là où le personnage est en train d'évoluer, etc. Donc, je pense que dans le rapport qu'on entretient avec la littérature et avec la création littéraire, fait en sorte que, comme pour moi, je peux juste parler pour moi, bien, moi, c'est toujours très présent. C'est pour moi, un personnage de roman, ça existe. C'est quelqu'un que j'aurais pu rencontrer dans la vie. Donc, ça veut dire qu'il y a un corps qui n'est pas nécessairement défini de manière très, très précise. Hein, ça aussi, c'est bon. C'est juste quand on demande aux gens d'essayer de définir les personnages des romans qu'ils ont aimés, c'est des archétypes. Ça va être mais on ne pourrait pas l'identifier dans la rue, par exemple. On ne se promène pas dans la rue et dire ah oui, regarde donc, lui, il ressemble au personnage du roman que je suis en train de lire. Ça ne se passe pas comme ça. Mais il y a quand même dans le récit un rapport constant au sens puis au corps. Pour moi, un personnage de roman, c'est un personnage qui est vivant, puis pour être vivant, ça veut dire ça passe par son corps, par ce qui l'entoure, par ce qu'il sent, par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, puis, etc. Est-ce que vous avez encore des réflexions à partager aux autres? Je vais regarder. Donc, on n'a pas d'autres questions. Donc, si vous n'avez pas d'autres... Une dernière question est-ce que vous avez des projets d'écriture en ce moment? Sur quoi vous travaillez? Ben, comme nouvelliste, je travaille sur des nouvelles. Donc, pour répondre à ta question précédente, quand j'ai travaillé sur le texte pour Épiderme, j'avais traversé une période où l'écriture était plus difficile, non seulement parce que je vivais, mais à cause de la pandémie aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait un effet sur moi, avec quelque chose qui pesait, je trouvais peut-être l'écriture plus difficile. Et écrire sur ce texte m'a permis de reprendre contact avec mon propre rythme d'écriture. Donc, j'ai poursuivi sur cette veine. Et il y a plusieurs nouvelles qui ont été écrites là depuis. Je travaille sur un prochain roman, un roman d'espionnage, mais de voisines qui s'espionnent. Et je pense que le confinement aura plutôt été bénéfique parce qu'on dirait que regarder les autres vivre devient un peu rassurant, étant donné l'absence de lieux publics. Je pense que j'ai jamais vu autant de visages à travers les fenêtres des appartements voisins. Donc, voilà, on stalk un peu. Ouais, je peux y aller. Je suis en train de travailler sur un roman là, que je souhaite terminer cet été. Sinon, en parallèle, je suis en train de rassembler toutes sortes de textes que j'ai écrits depuis 20-25 ans. Là, certains qui ont été publiés en revue, donc qui n'ont pas eu une très grande exposition non plus, mais d'autres inédits aussi. Puis comme c'est des textes qui ont différentes formes, là, des courts textes pour le théâtre, mais des nouvelles, mais aussi des textes d'opinion, en tout cas plus engagés un petit peu. Fait que j'essaie de trouver une forme là, qui va permettre à tout ça de coexister avec des interstices. Donc, je suis en train de travailler un petit peu là-dessus en même temps en parallèle.
Et là, j'ai travaillé sur un projet dont je ne peux pas parler, je pense, parce que ça n'a pas été annoncé, mais qui me demandait d'écrire des textes courts, 500 mots. Et j'en ai écrit plusieurs pour ce projet-là. Et honnêtement, c'est une forme que j'ai beaucoup aimé explorer, c'est-à-dire comment raconter une histoire en 500 mots, mais qui se tiennent, puis qui a un début, un milieu, puis une fin, c'est-à-dire qui existe comme nouvelles, donc des courtes nouvelles. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, ce qui fait que ça pourrait devenir éventuellement mon prochain projet d'écriture de fiction une fois que le roman sera terminé. Puis en parallèle de tout ça, j'ai un projet que je traîne depuis longtemps, là, qui est un abécédaire de la création littéraire, c'est-à-dire où je prends différents termes liés à la création littéraire, puis j'inscris ça dans un abécédaire, puis je fais des entrées pour chacun de ces termes-là. Alors c'est ça, c'est ce qui s'en vient. Moi, je suis en train d'écrire un texte qui c'est pas la continuité du texte que j'ai écrit pour Épidédrome, mais c'est quand même un peu le sujet qui revient là, de la violence psychologique. Puis c'est un texte qui va sûrement être plus long, là, mais c'est assez hybride et encore plus fragmenté là, que ce que j'ai fait dans le collectif. Je n'ai pas trop de détails à donner, là, mais c'est vraiment dans la continuité de ce que je fais là, dans ma démarche habituelle. Et Miruna, toi, tu es dans ton roman que tu nous as raconté. Oui, c'est ça. En fait, j'avais commencé quand parce que j'ai reçu une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec pour écrire ce roman-ci, mais ça avait pris quand même assez longtemps pour que je reçoive la réponse. Puis, entre-temps, j'avais commencé un recueil de nouvelles aussi parce que en pleine pandémie, j'avais envie d'écrire sur cette expérience, mais c'était des nouvelles de confinement, comment différents personnages féminins vivent leur confinement. Mais à force d'avoir été toujours exposée à ce sujet-là dans les nouvelles, puis faire en sorte qu'en fait, ça finit plus, cette situation-là, ben, j'ai complètement laissé ce projet-là de côté, puis je ne sais pas quoi faire avec parce que je ne peux même pas les voir en photo, ces nouvelles-là, parce que c'est trop proche de ce qu'on vit. Et peut-être que je vais y revenir un jour, mais pour l'instant, c'est vraiment... le fait d'être dans un univers complètement fictionnel, parce que c'est aussi un univers uchronique, ce roman-ci. C'est une histoire alternative du Québec qui, en fait, est redevenue la Nouvelle-France au début du 19e siècle quand Napoléon a décidé de fonder son empire au Canada pour reconquérir la France et l'Europe plus tard, après sa première défaite. Et c'est jamais arrivé. Et le Canada francophone, en fait, a rattaché les provinces de l'Est aussi, puis un Canada anglophone et un Canada francophone, qui en fait était l'Empire canadien, et qui après est devenu une république socialiste. Donc, au moment où j'écris la nouvelle, c'est la République socialiste du Canada, qui a un passé colonial, qui est très industrialisé, très urbanisé, une société assez différente de l'histoire du 19e siècle tel qu'il a été vécu au Québec, et qui est une puissance ou aspire à devenir une puissance mondiale dans le contexte de la guerre froide à travers le contrôle des ordinateurs et en fait de la technologie. Le développement de la technologie de l'intelligence artificielle date du 19e siècle et la technologie est déjà très très avancée à ce niveau-là durant la guerre froide. Donc c'est vraiment un univers uchronique. Puis mon roman se passe en 1989, donc on sait que c'est la fin un peu de la guerre froide, c'est à ce moment-là que le bloc communiste tombe, mais c'est une réécriture de ce moment-là dans le contexte où le Canada impérial, la République socialiste du Canada, en fait, est une puissance globale. OK. Alors, je vous souhaite bonne continuation d'écriture et merci beaucoup d'avoir été présent à cette rencontre. Merci, Mathia. Merci, Mathia. Organisé. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir.